Bonsoir à tous. Donc de ma place de magistrat, je vais essayer de vous parler de ce sujet dans le cadre de l'initiative des valeurs de la République qui est très contextualisée parce que tout à l'heure Emmanuel l'a rappelé, cette initiative est partie effectivement du contexte des attentats, mais d'un contexte derrière de crise économique, de crise des valeurs et de crise des institutions, dont la justice. Or, quand on parle de la question de la tolérance, on est forcément renvoyé à un réflexe qui est un réflexe de justice ou d'injustice. Et les questionnements qui seront proposés autour des prochaines soirées, alors il y en a déjà eu un sur l'engagement, et c'est aussi un certain nombre de questions qui m'ont interpellée, sur la loyauté, sur la décision et le partage pour parvenir à la décision, et sur la justice et l'impartialité, c'est la dernière séquence. Ça montre bien à quel point les réflexions que nous avons autour des valeurs de la République sont évidemment très nettement connotées de notre pensée du juste et de l'injuste. La méthodologie qui a été utilisée est très stimulante parce qu'elle va nous aider, je crois, à essayer d'articuler à la fois une réflexion profonde sur les valeurs, sur les concepts, mais aussi sur une analyse empirique, c'est-à-dire sur la manière dont les professionnels, les médecins, les aides-soignants, les aides de manière générale, aides de vie, les familles, aussi tout le service, tous les intervenants de service social, mais aussi les magistrats et les mandataires judiciaires qu'ils peuvent nommer dans l'accompagnement des personnes très fragiles, peuvent réagir sur ces questions. Alors on le voit bien sur toutes ces questions, les évolutions de ces dernières années, qu'elles soient économiques, sociologiques, juridiques, démontrent que nous sommes dans l'incohérence la plus totale sur les systèmes d'organisation, aussi bien sur les systèmes de soins que sur les systèmes de droit et de régulation juridique. Je ne parlerai pas de la régulation économique parce qu'elle est bien trop présente et donc on l'a évidemment tous en tête. Chacun sans doute à sa place essaie de travailler dans son champ et de manière très souvent extrêmement clivée. Le sanitaire travaille dans son champ, le médico-social travaille dans son champ, le judiciaire n'est pas le dernier à travailler dans son champ. Alors, interroger ce qu'est la tolérance et se demander si elle est suffisante, c'est déjà apporter un début de réponse face à des situations qui nous choquent profondément, qui nous interpellent, qui nous révoltent parfois. Et j'ai bien conscience que c'est un magistrat qui vous le dit, alors qu'un magistrat est censé, j'y reviendrai, être extrêmement froid, prendre de la distance comme un médecin et se protéger de ce qu'il peut ressentir. Et très souvent, c'est ce que l'on nous dit, et ce que l'on dit aussi aux médecins. Pourquoi avez-vous une réaction vis-à-vis des patients qui est une réaction extrêmement froide ? Pourquoi vis-à-vis du justiciable ou vis-à-vis de l'usager ne prenez-vous pas la peine de donner un minimum d'explications ? Pourquoi ne tolérez-vous pas des expressions différentes ? Ceux qui ont les mots pour le dire sont évidemment en général beaucoup mieux placés pour faire passer leurs idées que ceux qui ne les ont pas. Et encore plus quand ils sont dans une situation sociale ou personnelle extrêmement fragilisée. Les médecins le savent et les magistrats le savent également. Alors le monde comme l'espace dans lequel prend place la réflexion politique, la réflexion de nos hommes politiques, oublie souvent que c'est celui où nous habitons, où nous vivons et où nous mourrons, et donc où il est absolument indispensable que nous ayons une réflexion commune. Et l'attitude que nous pouvons avoir parfois, aussi bien à titre personnel qu'au titre professionnel, qui consiste simplement à travailler, à faire son boulot, à essayer de remplir les missions pour lesquelles on est payé, ne sont sûrement pas des attitudes suffisantes. Consommer avec le produit de son travail n'est pas non plus une attitude particulièrement respectueuse des personnes. Éviter de trop consommer des médicaments ou de trop consommer un certain nombre de dispositifs judiciaires parce que ça coûte cher aux finances publiques, ça n'est pas forcément respectueux non plus des demandes des personnes. Alors parfois, avoir cette attitude qui consiste à essayer de faire uniquement son travail peut confiner à l'abandon des personnes. Et je vous remercie, monsieur, d'avoir abordé la question tout à l'heure, d'abord du point de vue des personnes. Même si nous-mêmes, en tant que professionnels, nous sommes aussi des personnes. Et donc forcément interpellés par un certain nombre de situations. Je ne vais pas revenir sur les définitions, vous l'avez fait très bien.
ni sur la mise en contexte historique, puisque ça a été fait par le petit film. Quand on parle de tolérance, on pense à Édith Tolérance, on pense à un certain nombre d'écrits, on pense à un certain nombre de procès, et on pense surtout à une valeur négative, l'intolérance. On définit très souvent l'intolérance par rapport à ce qu'elle n'est pas, par rapport à l'intolérance. L'intolérance qui refuse d'admettre des idées différentes, des opinions différentes, des croyances différentes, et qui va jusqu'à persécuter ceux qui peuvent soutenir des idées différentes. C'est aussi, je pense important de le rappeler, l'intolérance, une réaction de l'organisme vivant par des manifestations anormales, pathologiques, à une substance ou à un aliment. Et je pense qu'il est très important, moi je ne suis pas un scientifique, mais évidemment ça m'interpelle de me dire, mais ça n'est pas qu'un concept théorique, c'est aussi une réaction du corps à un certain nombre d'excès extérieurs, on peut le dire comme ça. Alors les éléments de réflexion commune que je vais mettre en débat ce soir, que je vous propose depuis ma place de juge, vont forcément être parcellaires. Me proposer à moi, qui suis juge, magistrat depuis plus de 30 ans, de traiter un sujet sur la tolérance m'a interpellé et peut vous paraître très singulier. Parce que mon métier est de juger. Mon métier est de poser la loi, de poser la borne, ou les bornes, le cadre. Il est de sanctionner aussi, dans un cadre pénal. Et on n'oublie pas que le débat général, depuis un certain nombre d'années, est de dire que la tolérance n'existe pas dans le domaine pénal. C'est la tolérance zéro pour les auteurs, ou présumée telle, au point que parfois, d'ailleurs, on se demande comment ils sont présumés tels. Mais le juge n'est pas que ça. Il est aussi un juge particulier qui va être le garant des libertés individuelles et des droits des personnes, et c'est en particulier le rôle du juge judiciaire. C'est son rôle constitutionnel. Et ma place à moi, de magistrat, ancien magistrat chargé des tutelles, est précisément d'aller vers les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer parce qu'elles présentent des altérations de leurs facultés, soit parce qu'elles ont un certain nombre de problèmes physiques, soit parce qu'elles ont des problèmes mentaux ou cognitifs, et quelquefois les deux. Alors, la question qui se pose au juge, c'est évidemment, dans les lois qu'il applique, non pas simplement la tolérance de ce qu'est l'autre, mais aussi la marge d'appréciation qu'il peut avoir vis-à-vis du droit qu'il applique. Donc, poser la question à un juge de savoir ce que c'est que la tolérance, c'est évidemment mettre les personnes en situation de s'exprimer, mais c'est aussi savoir quelle tolérance il admet vis-à-vis de lui-même dans l'interprétation qu'il va faire des règles. Parce que le droit n'a pas de sens si ça n'est pas un droit animé par une interprétation, donc par une relation au droit, au-delà de la relation aux personnes. Alors là encore, la tolérance, ces dernières années, ne semble pas être une demande très forte de l'opinion publique. Elle ne paraît pas non plus être une demande très forte des politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou des extrêmes. C'est la même chose pour les médias. Ce n'est pas vraiment ce qu'on demande aux juges d'être particulièrement tolérants, surtout quand les personnes troublent l'ordre public. Alors comment faire vivre ce qui est plus qu'une notion, une valeur, et sans doute une exigence dans mon métier, mais sans doute dans le vôtre aussi? Alors à qui s'adresse cette question de la tolérance? Et quand on dit la tolérance suffit-elle, à qui parle-t-on? De quelle sphère parle-t-on? Parle-t-on de ma sphère professionnelle ou de la vôtre? Parle-t-on de ma sphère privée? Comment ces deux-là se rencontrent-elles? Est-on interpellé par un certain nombre de situations? Par exemple, cette semaine, j'ai été interpellée par la situation d'une personne malade d'Alzheimer depuis déjà fort longtemps, diagnostiquée comme telle, hospitalisée, et pour laquelle l'hôpital avait décidé, parce qu'il fallait libérer un lit, de faire sortir cette personne, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, l'hôpital expliquant que, écoutez, Madame le juge, on n'a pas d'autre solution, donc il faut que vous acceptiez cette marge de gestion des lits, parce que sinon on ne pourra pas accepter d'autres patients, ou alors on sera obligé de la mettre dans un fond de couloir, et donc ça va poser un certain nombre de difficultés. Est-ce que je dois admettre ce type de posture? Est-ce que je dois tolérer ce type de posture? C'est une des questions qu'évidemment nous aurons sans doute à débattre. Autre question, une personne âgée est orientée contre sa volonté en établissement pour personnes âgées dépendantes. Elle arrive dans l'établissement, elle présente un certain nombre de troubles et elle est orientée vers une partie fermée de l'établissement.
et elle est éventuellement mise sous contention. Moi, je le sais en tant que juge, parce qu'on m'informe, parce que la famille m'informe, parce que le mandataire m'informe, parce qu'un soignant dit il y a peut-être quelque chose quand même qui ne va pas là, il faut peut-être essayer d'aller voir un peu ce qui se passe. Que dois-je faire en tant que magistrat? Jusqu'où dois-je tolérer qu'au prétexte de la sécurité, de la mise en sécurité de cette personne, le droit, ce que la personne peut vouloir exprimer, ne soit pas respecté? Alors avec ces deux exemples, vous voyez bien que réfléchir autour de la notion de tolérance, mais aussi autour de la notion de l'application du droit, c'est s'interroger pour savoir si cette question de la tolérance est un concept, pour savoir si cette question de la tolérance est un idéal, ou si c'est autre chose. Un autre chose beaucoup plus impalpable, qui est de l'ordre du lien, qui est de l'ordre de la relation à l'autre, dans une société, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, qui, depuis un certain nombre d'années, réfléchit en termes de relations, en termes relationnels de manière générale, en termes de care, à l'initiative de femmes, ça il faut quand même que je le dise, de femmes américaines, autour en particulier de Carol Gilligan, qui a voulu porter des voix différentes sur la manière dont on pouvait entendre ce que des personnes qui étaient particulièrement en difficulté, des enfants, des personnes malades, des personnes qui présentaient un certain nombre de problèmes de comportement, mais aussi des personnes qui présentaient des pathologies psychiatriques, pouvaient avoir à dire autre chose que ce qu'elles montraient. Donc cet idéal et cette façon d'entrer en relation dans la tolérance doit évidemment essayer de nous faire réfléchir à autre chose que la tolérance comme le versant de l'intolérance et donc comme une valeur qui serait uniquement une valeur négative et une valeur dans laquelle la société, la démocratie essaierait de mettre en place simplement des codes pour essayer de régler les désaccords moraux ou la conflictualité politique sans guerre. C'est-à-dire comment fait-on pour permettre aux gens de se parler, de se tolérer, de se respecter dans un monde dans lequel il n'y a plus la guerre, ou en tout cas elle n'est pas déclarée comme telle, et les attentats nous ont effectivement ramené à une réalité. Nous sommes dans une situation où certains se tolèrent, mais d'autres ne se tolèrent pas. Et comment dans l'espace public peut-on faire pour que, à la fois, nous puissions inclure les personnes les plus en difficulté, en tout cas ne pas les exclure, tout en imaginant bien que les relations des uns avec les autres ne sont pas des relations d'idéal, sont des relations de force, qui parfois sont des relations de guerre. Alors au regard des libertés publiques, évidemment, la question de la tolérance se réfléchit en termes, historiquement, de rapport à la vérité. Et beaucoup ont considéré qu'être tolérant, c'est pouvoir amener la personne à exprimer suffisamment de choses d'elle-même ou de ce qu'elle pense pour pouvoir parvenir le plus loin possible à la vérité des situations. Et la vérité, souvent pensée en termes de liberté publique, mais pensée aussi en termes d'expression de la parole sur l'espace public et de l'expression de la parole en termes de respect de certaines communautés, et en particulier communautés religieuses, d'irrespect, voire de provocation. Et vous savez que tout le débat autour des caricatures, autour des excès sur la parole des uns et des autres peut être un débat autour de l'acceptation de la liberté d'offenser. Et moi, forcément, en tant que juge, j'ai aussi à me pencher sur ces questions. Jusqu'où autorise-t-on la liberté d'expression et jusqu'où autorise-t-on la liberté d'expression de certains qui sont peut-être à une place plus facile que le patient dans son lit ou que la personne âgée dans sa maison de retraite ou parfois à domicile, parce qu'on pense aux établissements et assez rarement au domicile, alors que le domicile est aussi un lieu où les difficultés peuvent se présenter. Donc toute une jurisprudence s'est développée autour de la question de la liberté d'expression, et c'est une jurisprudence qui est plutôt une jurisprudence du Conseil d'État, donc la juridiction administrative, l'intervention du juge judiciaire ne se faisant que sur des questions de diffamation, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes amenés à nous poser la question de savoir si, dans l'exercice de nos professions, nous pouvons, et dans notre vie de tous les jours, nous pouvons avoir une autre définition de la tolérance par rapport à d'autres valeurs, et c'est ce que je vous propose d'explorer pour que nous puissions en débattre.
Et ces autres valeurs que je vous propose d'explorer sont les valeurs de distance, de proximité et bien sûr de sollicitude. Pourquoi vais-je vous proposer ces déclinaisons? Parce que dans le métier qui est le mien, je suis obligée, nous sommes obligés, nous les magistrats, lorsque nous rencontrons les personnes, c'est-à-dire quand nous jugeons en dehors du dossier, d'avoir véritablement cette réflexion sur la distance, donc sur l'impartialité, sur la proximité, ce qui permet d'entrer en relation avec les personnes pour savoir ce qu'elles ont à dire de leur affaire, et puis en dernier lieu, sur sans doute ce qui est la valeur supérieure, c'est-à-dire celle de la sollicitude. Sur la question de la distance, et en particulier dans les missions de service public, parce que je crois que nous partageons ces interrogations. Aucun de nous ne peut se réduire à son métier. Nous ne pouvons pas dire « je décide telle et telle chose et je prends telle ou telle distance vis-à-vis des personnes parce que c'est mon métier ». Le juge ne peut pas le dire, on va y revenir. Je pense que le soignant ne peut pas le dire non plus. Le travailleur social ne peut pas le dire non plus. Le professeur ne peut pas le dire non plus parce qu'il est dans une relation avec les personnes. Il ne peut pas y avoir d'identification complète, pas de confusion entre une personne et ses fonctions. Et il ne peut pas y avoir non plus de réductibilité de l'individu à sa fonction parce que la fonction elle-même est bien au-delà de ce qu'est la personne. Moi, je vais exercer la fonction d'une certaine façon parce que j'ai cette culture différente d'autres de mes collègues. Ce n'est pas forcément une meilleure culture, ce n'est pas forcément une meilleure posture. En tout cas, j'ai cette culture, j'ai cette histoire, j'ai ces expériences personnelles qui font que je vais être plus sensible à un certain nombre de choses que d'autres. Et j'entre déjà la notion de sensibilité parce qu'un juge, c'est forcément aussi sensible. Un médecin, il ne va pas exercer sa profession de la même façon qu'un de ses confrères. Ce n'est pas qu'une question de génération, c'est une question d'engagement et de réflexion sur son métier en marche. La fonction, évidemment, est complexe et je crois qu'il est temps que nous nous interrogions ensemble sur le sens du service public, chacun à notre place. Pour le juge, la distance est quasiment obligatoire et un réflexe, parce que nous devons d'abord nous maintenir à distance des autorités politiques, celles qui font les lois. C'est notre indépendance. Nous devons également nous mettre à distance des personnes qui sont devant nous, c'est l'impartialité, pour ne pas prendre parti plutôt pour tel ou tel, parce qu'il va mieux se présenter, parce qu'il va mieux s'expliquer, parce qu'il ne va pas perturber l'audience en hurlant, en vociférant, éventuellement en insultant le juge. Et puis, il va devoir également prendre de la distance par rapport aux intérêts et aux valeurs en jeu. C'est ce qu'on appelle le désintéressement, non pas dans le sens mercantile du terme, mais dans le sens de « je ne suis pas intéressé directement par la décision que je vais prendre ». Je dois prendre une distance qui va me permettre de bien peser quels sont les intérêts en cause, et pas forcément les intérêts qu'on me montre, ceux aussi que je vais devoir aller chercher parce que je vais aller chercher ce que la personne va avoir à me dire. Celle de ces valeurs qui m'interpelle le plus dans le débat d'aujourd'hui, c'est la question de l'impartialité. Parce que je crois que dans vos métiers, dans nos métiers, la question de l'impartialité nous permet de ne pas prendre parti a priori sur ce que nous allons devoir faire. Elle nous permet sans doute de suspendre notre jugement. Alors, le jugement, quand moi je suis le juge. Jugement, diagnostic, intervention, modalité de travail, modalité de relation avec les autres quand je vais avoir une autre fonction. Ça me permet de me sortir de mes préjugés pour m'ouvrir à la situation singulière de la personne. Ça me permet aussi, et là c'est ma casquette juriste qui revient, de prendre une décision éclairée. Je vais soumettre mes propres préjugés, mes propres questions à l'éclairage, à l'éclairement de ma conscience et de la manière dont les personnes elles-mêmes vont pouvoir me dire comment elles ressentent les choses et ce qu'elles veulent. Pour être vraiment impartial, il faut évidemment faire abstraction de ce qu'on l'on est, de son histoire, de son admiration possible pour les pouvoirs, de son désir de ne pas avoir d'histoire, de son désir de ne pas entrer en conflit avec personne, de sa peur aussi parfois, des conséquences de ce qu'on va être amené à faire. Je peux être tolérant vis-à-vis des institutions et absolument intolérant vis-à-vis des personnes dont je m'occupe. Parce que être tolérant vis-à-vis des personnes dont je m'occupe, c'est parfois
être extrêmement rigoureux, ça fait partie aussi des définitions sur la tolérance et l'intolérance. Je dois être rigoureux sur le sens que je vais donner à mes interventions. Et donc la tolérance vis-à-vis des uns risque d'être une intolérance vis-à-vis des autres. Mais être intolérant vis-à-vis de dysfonctionnements systémiques, je ne suis pas sûre que ce soit une façon peu respectueuse des personnes d'intervenir. Tout cela, vous me direz, c'est très théorique. Et le juge n'est pas que dans l'abstraction. Il est dans le monde. Il est dans la sensibilité aussi. J'ai utilisé ce mot tout à l'heure. S'il était seulement spectateur, si vous, soignants, étiez seulement spectateur, vous seriez ce que Platon disait des juges, c'est-à-dire déjà morts. Parce qu'on n'est pas en lévitation totale, sans évidemment être interpellé, sans voir, entendre, écouter, être touché, être affecté. Et oui, les juges peuvent l'être aussi, même si ça n'est pas forcément une qualité qu'on nous demande. On nous demande de surtout ne pas le montrer. Ne pas le montrer, ça ne veut pas dire ne pas être profondément touché. Ne pas le montrer, ça ne veut pas dire que nous sommes obligés, même si parfois nous avons l'avantage d'avoir une robe, un costume, ça n'empêche pas de regarder les gens. Ça n'empêche pas d'entrer en contact avec eux. Et il me semble que dans la relation de soins, nous ne devons pas tolérer vis-à-vis de nous-mêmes de ne pas entrer dans ce rapport à la personne qui consiste à la regarder et à l'écouter. Et cela permet d'évaluer, de juger, de comprendre, et donc de prendre une décision qui est évidemment un peu plus équilibrée. Nous sommes forcément extrêmement en difficulté pour agir comme cela, parce que forcément nous sommes touchés. Et la vertu de distance va nous obliger à la fois d'accepter d'être touchés, pour accepter ensuite de mieux entrer dans une relation de proximité dans laquelle on se mettra sans doute moins en danger. Alors la proximité, qui est le deuxième point que je voulais aborder avec vous, est extrêmement compliquée à atteindre. La proximité, ça peut être de s'asseoir à côté de la personne sur le bord de son lit. Ça peut être en audience, au lieu d'être sur une estrade, de venir à côté de la personne et de retirer sa robe d'audience. Je suis en pantalon, hein, donc ça va, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est extrêmement compliqué parce que vous avez, quand vous êtes soignant, quand vous êtes juge, quand vous êtes enseignant, vous avez nécessairement une position de surplomb, une position de prestige, qui fait que de toute façon, l'appréciation de la tolérance et de l'intolérance ne va pas être exactement la même de votre point de vue, de celle de la personne que vous avez en face de vous et de ses proches, parfois de vos collaborateurs. Alors comment faire ? Comment faire pour se protéger de la froideur et de l'éloignement parfois définitif qui peut empêcher toute compréhension humaine ? Et je pense que ça doit vous toucher parce que moi, comme usager de la santé, j'ai vraiment eu le sentiment, parfois pour des choses personnelles qui me sont arrivées, qui sont arrivées à ma famille, de me confronter à la froideur du milieu hospitalier. Et pourtant, j'ai des médecins dans ma famille. Mais la froideur qui vous est expliquée en réanimation en vous disant « Mais oui, mais c'est normal, le médecin, il ne peut pas vous voir, il a tellement de choses à faire. Et puis, il faut qu'il se protège. Il a tellement de choses pour lesquelles il doit absolument garder la distance que ça n'est pas possible qu'il vienne simplement vous expliquer. » Est-ce qu'on peut tolérer ça ? Et est-ce que le médecin lui-même peut tolérer une famille, un patient, qui va venir lui dire « Mais c'est votre rôle. Et si vous ne le faites pas, je vais mettre en cause votre responsabilité. » Et vous savez que les patients le font, souvent parce qu'il y a eu ce déficit d'explication. Et nous nous retrouvons avec des familles qui viennent nous dire ça. Si simplement on m'avait expliqué les choses, je ne me serais pas lancée dans une procédure. Alors, évidemment, la proximité, ça veut dire là aussi accepter de se saisir des défaillances des autres et éventuellement de la nôtre, parce que comment va-t-on recevoir ce qui va nous être dit ? De leurs faiblesses, des faiblesses des autres, de leurs vices parfois, de leurs erreurs, mais aussi de leurs souffrances. Et je crois qu'ici, nous sommes obligés d'aborder encore d'autres valeurs qu'il faut mettre à leur niveau. Quand on aborde la souffrance, nous avons plusieurs réflexes. Le réflexe de compassion, le réflexe de pitié, et enfin, ça sera le dernier, le réflexe de sollicitude. Le réflexe de compassion, je pense que tant qu'on est humain,
nous l'avons tous, et heureusement, c'est un réflexe. Et même pas être pensé, c'est un réflexe qui, normalement, est inscrit chez chacun d'entre nous pour préserver notre équilibre. Parce que alors, le jour où nous n'avons plus de compassion, nous ne ressentons plus rien, je pense que là, nous serons en vraie difficulté. Et je dois dire que si l'on observe la société dans laquelle nous vivons et le fonctionnement des institutions, voire la manière dont parfois nous-mêmes nous protégeons, en essayant de faire venir uniquement le sentiment de compassion et encore en le réfrénant, en disant « de toute façon, je ne peux pas, c'est insupportable pour moi, donc je ne vais même pas rentrer dans ce sentiment-là. C'est même pas possible, il le gérera, il se débrouillera. » Eh bien ici, tout de même, l'histoire démontre, et c'est utile évidemment l'histoire de se mettre en perspective historique, qu'un conditionnement naturel et répété peut recouvrir totalement ce sentiment inné et amener l'acceptation tranquille de la souffrance de l'autre, au point de ne plus le voir, et au point de ne plus le considérer comme mon semblable. Il sera tellement ensuite séparé de moi par une abîme que la relation ne sera plus jamais possible. Alors évidemment, quand on parle en ces termes-là, je pense qu'on s'y retrouve tous. Mais je pense qu'on se retrouve aussi dans le mouvement inverse, qui consiste à dire que je dois me sentir obligée d'avoir cette compassion, mais aussi d'agir. Et d'agir sans demander à la personne ce qu'elle pense de sa situation et sans demander aux proches ce qu'ils pensent de sa situation. Et je pense évidemment à ce stade de ce que je vous dis aux questions de fin de vie. Et je crois qu'on ne peut pas ne pas les aborder. Quand on parle de tolérance, on parle aussi de tolérance dans les actes, face à ce qu'on peut ressentir soi-même. Donc je suppose qu'il y aura des questions sur ce point. La compassion n'est pas non plus la pitié. La compassion, on l'entend bien, c'est un réflexe et elle est très largement négative. La pitié est beaucoup plus complexe. Elle est double. Et elle est une manière d'affirmer notre proximité tout en creusant de toute façon la distance. J'ai pitié de vous, je ne suis pas du même monde que vous, je m'apitoie, je vous trouve donc pitoyable. La pitié est déprimante. Elle est le contraire de l'exigence. Et être exigeant envers l'autre, c'est sans doute appeler l'énergie, à sa propre énergie et à la sienne, qui va le soutenir demain, qui va soutenir la personne au-delà de ce qui l'accable aujourd'hui. Lui renvoyer de la pitié ou de la compassion, ça ne lui renverra pas l'envie de dire les choses et d'exprimer ce qu'elle peut ressentir. Alors, tolérer, c'est aller au-delà, sans doute, de l'apparence que la personne présente, du réflexe que nous pouvons avoir lorsque nous voyons les convulsions ou l'expression d'une personne dont on a l'impression qu'elle n'est plus parmi nous. Eh bien, si on n'a que de la compassion, si on est uniquement compassionnel ou qu'on a uniquement de la pitié, on voit bien qu'on ne pourra pas parvenir à une vraie relation avec elle. Et donc, on arrive évidemment nécessairement, lorsqu'on réfléchit à la tolérance, à l'intolérance et à l'ensemble de ces valeurs, à la sollicitude. Sollicitude qui n'est pas une passion, qui n'est pas un sentiment, qui n'est pas une émotion. On n'est jamais submergé par la sollicitude. C'est une valeur beaucoup plus importante que toutes les autres parce qu'elle suppose, bien sûr, une inégalité, une dissymétrie. Vous allez ressentir de la sollicitude par rapport à quelqu'un dont vous sentez qu'il est plus fragile que vous. Il est plus vulnérable, il est plus en difficulté que vous. Mais vous allez lui renvoyer, si vous lui exprimez, et pas seulement par des mots, et vous allez lui renvoyer qu'il fait l'objet d'un souci, qu'il fait l'objet d'une préoccupation. Et ce mouvement vers la personne que nous pouvons avoir dans nos pratiques, que vous, soignants, que vous, travailleurs sociaux, que vous, familles, que vous, personnes, tout simplement, vous pouvez avoir autant que nous, magistrats. Moi, j'ai la chance d'exercer un métier qui me met en contact avec les personnes, qui me permet de les rencontrer et qui me permet de leur dire qu'elles ont absolument tous les droits, y compris celle d'être totalement intolérantes vis-à-vis de l'institution judiciaire. Et je crois qu'à partir du moment où on l'exprime comme cela, on entre dans ce que Paul Ricoeur appelait la possibilité d'entrer dans les faiblesses de l'autre, y compris les siennes, pour que véritablement la tolérance soit une valeur positive
et pas simplement le négatif de l'intolérance. Je vous remercie.